Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés, un podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, pour ce nouvel épisode des Têtes Chercheuses, appelons ça un épisode des Têtes Chercheuses, j'ai le plaisir de recevoir Thomas Fraise, postdoctorant à l'Université de Copenhague au Danemark. Bonjour. Bonjour Alexandre. Bienvenue Merci dans beaucoup le de m'avoir invité. Collimateur. Et autour d'un article, qui est un article qui est une partie essentielle de votre thèse, donc vous travaillez sur des questions nucléaires, notamment vous travaillez sur la politique du secret nucléaire en France et dans d'autres pays, et c'est un article donc, qui a été publié l'an dernier, en 2024, qui s'intitule Nuclearization and De-Democratization, Security, Secrecy and the French Pursuit of Nuclear Weapons, 1945-1974, donc nucléarisation et dédémocratisation, sécurité secret et la poursuite française, la recherche française des armes nucléaires entre 1945 et 1974, publié dans l'European Journal of International Relations. Et c'est un article donc qui, je l'ai dit, prend un pan assez essentiel de votre thèse, qui pose une question qui est tout à fait intéressante de qu'est-ce que ça fait quand un pays se met à se doter de l'arme nucléaire, comment est-ce que ça dimensionne toutes sortes de questions, notamment des questions démocratiques, des questions de process. Et donc là, vous avez choisi... alors je le dis tout de suite, ça me fait très plaisir de ressusciter un peu ce format que j'alimente pas assez souvent, donc de Tête chercheuse, où je rappelle, le propos, c'est quand même de revenir sur un article passé, récent, en tout cas sur un article vraiment de recherche avec un de ses auteurs et de discuter autour du propos. Donc là, peut-être dites-nous comment est-ce que vous en êtes arrivé à sortir cet article de votre thèse, et puis plus généralement, disons, quel est l'argument central. Oui, alors pour la petite histoire, en fait, c'est un article que j'ai commencé à écrire pendant la thèse, pendant le confinement, à un moment donné où j'avais plus accès aux archives, j'avais plus accès aux données, et donc j'ai commencé à me poser des questions plutôt très théoriques, du fait de l'accès que j'avais aux livres. Et la question, en fait, qui était au cœur de l'article, et qui est ensuite devenue au cœur de la thèse, c'était celle de déterminer quels étaient les effets de l'acquisition d'armes nucléaires sur la structure d'un État, et plus spécifiquement sur la structure d'un État démocratique. En fait, cette question, c'est une question qui est assez peu étudiée dans la littérature, qui étudie beaucoup la relation inverse. C'est-à-dire qu'on sait pas mal de choses sur la manière dont les démocraties gouvernent les armes nucléaires par rapport à des États non démocratiques, les influences du régime, du type de régime sur les choix de politique de sécurité et la manière dont on pratique la dissuasion, etc., etc. Mais la question inverse, finalement, avait été assez peu étudiée dans le champ des études de sécurité et des relations internationales, où on avait plusieurs travaux qui existaient sur la question démocratie et armes nucléaires, mais qui se positionnaient beaucoup dans le champ de la théorie politique. Et alors, il y avait plusieurs types de travaux sur cette question. Il y a un livre qui est assez connu, qui est un classique quasiment de ce champ, qui s'appelle Thermonuclear Monarchy, de Helen Scarry, qui est une professeure de lettres à Harvard, et qui travaille en fait sur la question du contrat social américain, et de la manière dont l'arme nucléaire et le contrôle par le président des armes nucléaires, le contrôle unique, en fait qu'il soit la seule autorité sur les armes nucléaires, s'inscrit dans le contrat social. Et tout son raisonnement en fait vise à montrer que on se retrouve dans une situation monarchique, ce qui aux États-Unis veut dire quelque chose de très différent finalement de ce qu'on veut dire dans le cadre européen. Et il y a tout un raisonnement en fait sur les implications de l'acquisition d'armes nucléaires pour le contrat social. Et il y a un travail aussi d'une de mes collègues, Stere Van Buren, qui est associée au programme Nuclear Knowledge à Sciences Po, qui va être publié bientôt, qui s'appelle The Arsenal and the Ballot Box, dans le journal Perspective on Politics, qui reprend un peu le même raisonnement de théorie politique pour arriver à la conclusion en fait, d'une incompatibilité entre type de régime démocratique et armes nucléaires. Mais moi, la question que je me posais et la frustration que j'avais finalement vis-à-vis de cette manière de se poser la question, c'est celle de l'empirie. Parce qu'en fait, il y avait deux problèmes. Le premier, c'est qu'on... Donc ces trucs-là sont des trucs très théoriques sur presque métaphysiquement, qu'est-ce que ça fait que le pouvoir nucléaire dans un arsenal, dans un État démocratique soit plus ou moins le privilège d'une figure, comme en l'occurrence le président des États-Unis. C'est une sorte de réflexion politique sur les implications que ça a. Et vous, ce qui vous intéresse, c'est comment ça marchait. C'est ça. Je dirais forcément métaphysique au sens où la question qui se pose, qu'elle se pose, en l'occurrence, ce sont deux femmes, mais la question qu'elle se pose, c'est celle de la décision d'emploi des forces nucléaires, qui est une décision qui est un scénario qui est réaliste. Et au final, c'est à ça que serve l'acquisition d'un arsenal nucléaire. Donc, on n'est pas non plus dans la métaphysique et éloigné de toute réalité politique, mais effectivement, on est face à des cas de choses qui n'ont pas eu lieu. Et ça, on peut dire, c'est un raisonnement, enfin, c'est
un questionnement qui a été, je ne sais pas on peut dire qu'il a été transposé, mais en tout cas il a été développé en France, notamment par Bruno Tertrais et Jean Guinel, dans un ouvrage assez célèbre qui s'appelle Le président et la bombe, où ils sont allés interroger aussi d'ailleurs des anciens présidents pour poser la question de ce que ça fait, cette association particulière dans la Ve République entre la personne du président et la bombe. Ce qui, évidemment, ça rappelle un peu ce que vous développez là. Oui, c'est ça. En fait, c'est la question de qu'est-ce qui se passe dans un régime démocratique quand le président a le pouvoir de vie ou de mort sur peut-être pas l'intégrité de la planète. Dans le cas américain, c'est ça. En France, on n'est pas dans les mêmes situations. Mais voilà, qu'est-ce qui se passe quand on dote le président de ce pouvoir exceptionnel? Mais moi, ce qui m'intéresse, c'était plus finalement, c'était celle de la politique, j'ai pas envie de dire quotidienne, nucléaire, mais cette question de la manière dont on définit la politique nucléaire, dont les choix nucléaires sont faits au sein d'un État, dont on choisit ou non d'acquérir l'arme nucléaire, et comment est-ce qu'on rend des comptes dans le cas d'une politique nucléaire. Et je m'étais intéressé particulièrement à la question du secret nucléaire, avec l'idée un petit peu qu'en fait il y a une sorte de tension, peut-être pas une contradiction, mais il y a une tension entre démocratie et secret. Et donc c'est un peu à travers ce prisme-là que j'en suis venu plus à me poser la question de la raison, de la nature des régimes de secret nucléaire et de la raison de leur existence, entre guillemets. Avec un concept qui est quand même très fort dedans, Deltis, la dédémocratisation, c'est-à-dire l'idée qu'il y a quelque chose qui se passe qui affaiblit la nature démocratique, en tout cas qui diminue la valeur démocratique d'un régime dans ces processus d'acquisition de l'arme nucléaire. Alors ensuite, on va entrer dans le détail du cas français, mais en tout cas, c'est un concept qui est quand même très fort. Et en même temps, vous le bornez aussi, parce que vous le dites tout à fait dans l'article, la France n'a pas arrêté d'être une démocratie parce qu'elle a eu l'arme nucléaire, mais il y a quand même ce concept que la démocratie n'est pas un absolu, c'est pas totalement binaire, et qu'il y a, c'est pas soit on est une démocratie, soit on est une dictature, c'est plus compliqué que ça, et qu'il y a des processus, notamment qui se jouent dans ce processus d'acquisition de l'arme nucléaire, qui affaiblissent, disons, la dimension démocratique d'un régime, au moins temporairement. Oui, c'est ça. En fait, le concept de démocratisation, c'est un concept qui vient de la littérature sur le développement politique et qui partait de l'idée, en fait, d'essayer de regarder la manière dont évoluent les États vers d'un état de non-démocratie à un état de démocratie. Avec l'idée qu'en fait, c'est pas des choses qui arrivent du jour au lendemain, qu'il y a différentes choses qui se passent, qui mènent finalement à une plus grande ouverture politique et à un plus grand contrôle par la population sur les actions de son État. Et c'est un concept qui est assez nuancé. Il a connu énormément de critiques dans la littérature, mais c'est pas la question, mais c'est un concept qui est plutôt nuancé parce qu'il prend plusieurs variables en fait de contrôle sur les budgets, de contrôle sur les forces de police, de contrôle sur les relations civilo-militaires. Enfin voilà, on peut prendre plusieurs variables qui en fait mènent vers la démocratie. Et Charles Stevie, dans un article au début des années 2000, dit de façon assez simple qu'on n'a pas de raison de penser que c'est un processus unidirectionnel. Il peut y avoir des situations où, alors que certaines variables nous mènent vers plus de démocratie, d'autres vont dans le sens inverse et dans le sens d'un contrôle moindre du démos sur les actions de son État. Et en fait, c'est ce que j'avance dans l'article, que l'acquisition d'armes nucléaires, en fait, ne rend pas un État, ne fait pas cesser la démocratie au sein d'un État, les processus démocratiques continuent, mais il dégrade la nature de la démocratie parce qu'il dégrade, en fait, une dimension du contrôle qui est la dimension du contrôle du public sur les politiques de sécurité. Et il y a une double... Mais alors pour ça, faut comprendre, là, on est dans la théorie, il faut quand même entrer dans le détail du cas que vous développez, parce que c'est à partir de ce cas d'espèce que ça se justifie particulièrement. Vous, ce que vous êtes allé chercher dans cet article, c'est comment ça s'est passé concrètement à partir de 1945, alors c'est un processus qui a plein d'acteurs qui se recoupent, qui se croisent, qui s'affrontent, etc. Mais globalement, entre le pouvoir exécutif, président, surtout Premier ministre en l'occurrence, le pouvoir législatif, dont on va voir qu'il ne fait pas grand-chose dans cette affaire, et un certain nombre d'organismes, le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, et puis plein de trucs qui ont été créés au milieu. En gros, vous êtes allé chercher comment est-ce que ça s'est passé et comment est-ce qu'on est arrivé on est passé de pas de bombe en 1945 à une bombe dans les années 60, et comment est-ce que ça a été géré par l'État, ceux qui pensent, en tout cas les éléments qui pensaient nécessaires à pouvoir acquérir la bombe en toute sécurité, comment est-ce qu'ils l'ont aménagé à l'intérieur du fonctionnement de la démocratie française, quoi. C'est ça, et même je dirais plus précisément, je pose la question de pourquoi on passe de pas de secret, ou peu de secret en 1945, à énormément de secret jusqu'en 1958, et puis un petit peu moins de secret passant en 1958.
mais quand même un régime qui reste aujourd'hui exceptionnel. Il y a des classifications spécifiques pour le CEA, les documents nucléaires. Il y a une législation spécifique pour les armements nucléaires, bactériologiques, chimiques, etc., qui fait que ces archives, on en reparlera peut-être sans doute plus tard, mais juste pour le placer, en fait, légalement, elles ont un statut unique où il est possible de ne jamais les rendre disponibles au public. Ce qui est unique pour ces archives de ce type-là, nucléaire, bactériologique, chimique, etc. Donc, c'est comment on passe de pas de secret, puis du secret et une bombe, et ensuite une bombe, ou en tout cas un programme nucléaire et pas de contrôle, puis un peu de contrôle, etc. etc. Donc, replaçons-le de comment ça va se passer. Alors, il y a un processus scientifique, quoi. Enfin, en fait, on met le paquet, 45, Hiroshima, Nagasaki, etc. On comprend que c'est vaguement important. L'État français se dit qu'il faut investir là-dessus. C'est quelque chose qui est proprement scientifique au début, et puis rapidement commence à se poser plein de questions dans le début de la guerre froide, avec la question de l'URSS, la question de l'espionnage, etc., etc. Et progressivement, on va assister à une sorte de reprise en main, ou de prise en main peut-être, où on fait passer des trucs dans la catégorie secret, dangereux, à ne pas en parler, ou en tout cas à ne pas rendre visible, pour des mauvaises et pour aussi des très bonnes raisons. Oui, alors, la mauvaise ou bonne, c'est un jugement qui est d'ordre normatif. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le pourquoi. En tout cas, très cohérente dans la pensée. Oui. Disons-le, le secret, c'est globalement pour pas se faire chourer les trucs par les soviétiques, et aussi éventuellement pour, si jamais ça pète, comme ça paraissait pas impossible à la fin des années 40, pour pas que les soviétiques sachent exactement où en est le programme français. Donc voilà, disons, il y a des considérations sécuritaires assez mainstream, assez traditionnelles, qui amène à considérer qu'il faut mettre un peu de secret là-dessus parce qu'on ne peut pas faire tout à ciel ouvert, quoi. C'est ça, on va dire qu'il y a des considérations de contrôle sur une technologie dont on connaît les conséquences, ou en tout cas on imagine les conséquences, et que celles-ci sont évidemment défavorables à la sécurité nationale. En fait, c'est ça qui est vraiment le cœur du secret nucléaire, c'est cette dimension du contrôle et de l'incertitude. Et vous pointez bien avec votre question le fait que c'est un processus finalement d'interprétation à travers lequel on se dit ok, ça qu'est-ce qu'on fait, on garde secret, on garde pas secret, qu'est-ce qu'on garde secret, qu'est-ce qu'on ne garde pas secret, parce qu'on n'a pas un moyen de savoir à avance ce qu'il faut et qu'il ne faut pas garder secret. C'est assez rare finalement dans l'histoire nucléaire qu'on puisse identifier comme étant qu'il y ait des objets particuliers, disons des savoirs particuliers, qui doivent être gardés secrets parce que leur seule révélation d'une équation ou de quelque chose, d'une simple petite équation pourrait avoir des conséquences sécuritaires directes. On a quelques cas qu'on pourrait interpréter comme ça, mais plus souvent, en fait, on navigue à l'aveugle. On ne sait pas exactement quelles seraient les conséquences si on déclassifie ça ou si on publie ça, etc. Mais on a globalement l'idée que si ça se passe mal dans le champ nucléaire, l'échec dans le champ nucléaire, enfin dans la politique nucléaire, est forcément intolérable pour un État. Avec un truc très intéressant là-dedans, parce que ça renvoie, c'est pour ça que ça a du sens de le faire dans ce format-là, au bon fonctionnement de la science. Enfin, la science, normalement, pour que ça marche, il faut publier. Et faut publier, faut être lu par d'autres, que éventuellement s'il s'agit d'une expérience qu'elle puisse être refaite, etc., etc. Donc il y a une sorte de manière de s'extraire à un moment, de faire de la science, c'est scientifique, hein, c'est des scientifiques qui le font, mais il y a un moment où il est admis qu'il faut s'extraire du fonctionnement normal, international, ouvert de la science pour entrer dans une construction sécuritaire, enfin une construction capacitaire militaire qui sorte de ce domaine-là, quoi. Oui, effectivement, ça c'est un processus qui a lieu en fait à la fin des années 40, début des années 50 au sein du CEA, qui est lié à beaucoup de... Il y a beaucoup de choses qui se passent en fait dans cette période-là. Alors effectivement, déjà on découvre la bombe atomique, il y a le sentiment que ça va être important. Il y a quelque chose avec l'énergie atomique qui va être important, mais en France, il n'y a pas directement une volonté d'acquérir l'arme nucléaire. Le CEA est créé. Peut-être que certains acteurs politiques se disent... Notamment De Gaulle peut-être se dit bon ça peut être intéressant d'avoir une bombe atomique, etc. Mais très tôt le CEA s'intéresse à des questions. C'est le commissariat à l'énergie atomique qui existe encore aujourd'hui, qui a exactement la même centralité aujourd'hui, on en reparlera peut-être. Oui, tout à fait. Le commissariat à l'énergie atomique, qui est une structure assez originale. Il y a un administrateur civil et un scientifique. C'est une structure bicéphale en fait. Et donc ce CEA en fait s'intéresse à des questions industrielles parce que l'énergie, la question de l'énergie en France, c'est extrêmement important à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Comment reconstruire le charbon, enfin c'est des choses qui coûtent cher. Si on a accès à l'énergie atomique, on a accès à une source d'énergie peu chère qui peut vraiment révolutionner, enfin permettre la reconstruction du pays. Donc ces questions-là font qu'en fait peu de gens au sein du CEA se posent la question trop des armements atomiques, et de fait
peu se pose trop la question du secret. Il y a des considérations politiques aussi à ce refus de l'armement atomique. Joliot-Curie, qui est à la tête du CEA, est communiste, et énormément de scientifiques au sein du CEA à cette époque-là ont des affiliations communistes, ou disons sont proches de l'idéologie communiste. Et en fait, il y a une sorte de résistance au secret à cette époque-là qui est assez unique, et qui d'ailleurs vaut pas mal de problèmes à la France. À l'échelle internationale, les Américains sont très mécontents de cette situation, ils voudraient vraiment voir Joliot-Curie viré de la tête du CEA, etc. Et à mesure que lisons l'histoire avance et que la guerre froide se construit et que la France devient de plus en plus plongée dans la guerre froide, le politique se retrouve un peu en difficulté par rapport à ces pressions américaines, par rapport à ces pressions aussi plutôt venant de la droite en France, au sein de l'Assemblée, etc. Et se retrouve à essayer de prendre le contrôle sur le CEA avec un argument qui est « le CEA n'est pas assez secret ». Il y a au sein du CEA un risque de fuite. C'est très marrant cette idée, parce que vous le montrez bien dans l'article. Tout le monde dit ah là là, parce que tout le monde pense que ce que font les militaires est très secret. Ils disent bah ça c'est pas des militaires, donc ça risque de fuiter. Et il y a quelqu'un, j'ai oublié qui dans l'article, qui dit en vérité, si on regarde, il n'y a jamais eu trop de fuite du CEA. Par contre, des militaires, il y en a plein. Ce qui est vrai. Enfin, fonctionnellement, il n'y a pas de raison que. Enfin, on peut dire que les militaires sont plus acculturés au secret, mais enfin, les militaires, c'est vague et c'est pas vrai de tout le monde, quoi. Oui, effectivement, c'est Raoul Dautry qui dit ça, qui est alors l'administrateur du CEA. Et qui effectivement met en avant le fait qu'au CEA il y a beaucoup d'accusations d'espionnage. On a plusieurs affaires, il y a des rapports du renseignement qui disent non mais c'est rempli de communistes, ce qui n'est pas faux. Et ils sont tous en train de Joliot-Curie, qui est le scientifique à la tête du CEA, donc scientifique très connu, un scientifique de renom. Vraiment la posture de Joliot-Curie dans le champ scientifique à la fin de la Seconde Guerre mondiale est vraiment très immense. De nom et de renom, puisque évidemment c'est pas tout à fait c'est le gendre donc de Pierre et de Marie Curie. Voilà. Exactement, voilà. Marie d'Irène Joliot-Curie. C'est ça. Et de fait, Joliot-Curie était tout à fait communiste, avait un engagement politique communiste, etc. Mais on l'accuse en fait littéralement de passer son temps à vendre des secrets aux communistes, à l'URSS, pardon. Avec finalement la question qu'on pourrait se poser, mais en 49, l'URSS a la bombe, la France ne l'a pas. Est-ce qu'il y a vraiment des secrets qu'on pourrait passer qui ont une valeur ? Mais en fait, cette question de la valeur, elle n'est pas exactement pertinente pour les acteurs. Ce qui les inquiète, eux, c'est le nucléaire, c'est dangereux, il faut contrôler. Oui, tout à fait, et c'est tout à fait rationnel, en tout cas raisonnable, plutôt comme raisonnement, de se dire, il y a quelque chose de très dangereux, il y a quelque chose de potentiellement impliquant la sécurité nationale d'une manière inédite dans l'histoire, donc il faut contrôler un maximum. Et c'est ça qui mène, en fait... d'abord au renvoi de Joliot-Curie, à la reprise en main par le gouvernement du CEA, et dans ce processus-là, à la tête du CEA se retrouve Pierre Guillaumat, ancien résistant, qui était dans les services secrets de la résistance notamment, qui a une habitude, disons, professionnelle du secret, un ethos du secret, et qui lui est très favorable au développement d'une bombe nucléaire, et qui du fait en fait de l'autonomie particulière que le CEA a dans l'arrangement institutionnel français, se retrouve en position presque de pouvoir faire une bombe, non pas tout seul, mais de pouvoir pousser avec beaucoup de secrets en direction d'un armement atomique français. Et c'est fascinant ce qui se passe à ce moment-là, parce que vous montrez assez bien que c'est un peu bordélique, on ne sait pas trop. Mais ils y arrivent quand même. Ils arrivent quand même à s'extraire tout à fait. Alors peut-être, disons, il y a quand même un truc minimal qui est qu'il faudrait voir les budgets. Normalement, on peut faire tout ce qu'on veut, mais normalement, le Parlement vote quand même des budgets pour un certain nombre d'organismes. Le CEA est un organisme public, donc en vrai, il faudrait rendre un peu des comptes, très littéralement, au Parlement d'où vient le pognon, où il va. Et vous montrez bien qu'en fait, il devient assez créatif assez rapidement pour... de faire un peu des tours de passe-passe. Il y a toujours du pognon, mais on ne sait jamais trop exactement d'où il vient. Et pour justement ne pas rendre des comptes. Alors je ne sais pas si la peur, c'est qu'il y a des députés communistes ou quoi, mais en tout cas, très clairement, ils n'ont pas envie de... Ils réussissent en tout cas à ne pas s'emmerder avec ça, quoi. Ouais, je pense que la peur, pour Guillaume, pour revenir là-dessus, elle est très clairement... C'est quelqu'un qui est assez ouvert dans son idée que le peuple ne doit pas être impliqué dans ses décisions. Et il est dans cette situation suivi par le général Bergeron, qui est lui un militaire et qui à l'époque est en charge, disons, de la recherche scientifique au sein de l'armée, du ministère des Forces armées. On va pas réussir à suivre l'évolution des noms de ce ministère à l'échelle du siècle, mais bon, oui, voilà, celui-là, tout le monde voit de quoi on parle. Et en fait, les deux sont d'accord sur
plein de choses. La bombe atomique, c'est une bonne chose pour la France, il en faut une. Et deux, faut pas impliquer le peuple, faut garder les choses le plus secrètes possible. Avec l'idée un peu de, voilà, si on implique le peuple, le Parlement, ils vont tout faire foirer. Guillaume a une phrase assez amusante à un moment donné où il dit non mais en fait il faut pas, parce qu'à gauche ils vont pas être contents et à droite ils vont faire des faux espoirs, et si on n'a pas l'arme nucléaire et après ils vont pas être contents. Donc en fait il faut garder le secret un maximum. Et ces deux sont d'accord sur ça, et il y a une chose sur laquelle ils sont pas d'accord par contre, c'est qui doit avoir la paternité de la bombe. Est-ce qu'elle doit être construite au CEA ou est-ce qu'elle doit être construite au ministère des Armées? Et au final, ça sera le CEA qui va l'emporter. Et pour revenir à la question, pardon, de ces budgets, effectivement, en fait, il y a une sorte de tolérance de la part du pouvoir politique. Il y a une sorte de somnambulisme de la décision, en fait. Alors ça, c'est captivant, parce que ça renvoie à un moment d'histoire politique française, qui est qu'on est dans la 4e République. Exactement. C'est ça. Non, mais c'est toujours, pareil, un détail, mais on dit toujours la 4e République, c'était le pire des régimes, etc. En fait, si on regarde tous les trucs qui se sont faits sous la 4e République, il y a un certain nombre d'accomplissements épatants, notamment le nucléaire. Mais là, disons, l'instabilité politique de la 4e joue à plein vers, je ne sais pas si c'est une déresponsabilisation, en tout cas un transfert de ce pouvoir vers, appelons ça des hauts fonctionnaires, ou en tout cas, voilà, puisque de toute façon, ils succèdent, etc. Donc, ils les briefent pas forcément tous les premiers ministres. Les premiers ministres de façon orale à chaque fois, pour leur dire, et de façon orale spécifiquement, pour dire voilà ce qui se passe, voilà ce qu'on est en train de faire, mais il y a déjà cette façon orale pour ne pas laisser de papier. Et il y a quand même... Du coup, on ne sait pas vraiment ce qu'il raconte. Enfin, on ne sait pas si ce qu'il raconte est totalement raccord avec ce qui se passe vraiment. Non, mais, et puis... les budgets sont extrêmement flous. Alors, il y a plusieurs titres budgétaires qui vont être ouverts pour pouvoir financer. Il y a quelque chose qui vient du Premier ministre, enfin, du président du Conseil. Il y a des choses qui viennent des dotations propres au CEA. Il y a une partie du budget des armées qui sert... On va se retrouver avec un flou budgétaire qui est facilité aussi par une sorte de volonté du Parlement de ne pas trop s'intéresser à ça. Il y a un titre étude spéciale qui va être créé, qui va servir en fait à financer en grande partie le programme nucléaire. Et donc étude spéciale, ça veut rien dire, mais quand il est présenté en commission de défense, le député qui est rapporteur dit bon bah ça doit être secret, donc ils savent ce qu'ils font, on va pas se poser plus la question de ce qu'il y a dans ce programme-là. Et ça renvoie à un truc qui est intéressant, qui est aussi le fait qu'on est en sortie de guerre, avec plein de gens qui sont des anciens résistants, ou au moins des gens qui ont connu la guerre, qui ont connu aussi Vichy, etc. Donc on peut penser que dans une certaine mesure, disons, la suspension de l'ordre démocratique et de la vie parlementaire est quelque chose que ils ne voient pas forcément avec enthousiasme, mais qu'en tout cas qui est moins curieux pour eux, pour des gens qui ont été dans la résistance, etc., que ça nous paraîtrait aujourd'hui si on disait, bon, bah, il y a un commissariat, on ne sait pas combien de pognon ils ont, on ne sait pas ce qu'ils font, mais à la fin, ils vont faire un truc qui peut faire péter la planète. Aujourd'hui, ça nous paraîtrait probablement un peu plus étranger qu'à l'époque, quoi. Oui, aujourd'hui, on se dirait sans doute que ce serait pas mal d'avoir un peu de contrôle là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a même deux choses. On est en sortie de guerre, mais en fait, non, on est encore en guerre. Et ça, c'est une dimension qui n'est pas évoquée dans l'article, mais en fait, quand on regarde les archives de la Cour des comptes à cette époque-là, on trouve beaucoup de rapports sur la question des budgets militaires, et beaucoup de rapports très critiques sur la tendance du ministère des Armées, puisqu'on a décidé de l'appeler comme ça maintenant, du ministère des Armées à utiliser des fonds pour des mauvais usages afin de financer en fait la guerre en Algérie. Et donc en fait il y a une tendance lourde au mésusage entre guillemets des fonds publics par le ministère des Armées et par en fait toute la partie de ce qu'on pourrait appeler l'état de sécurité nationale. Donc ça se situe en fait vraiment dans cette situation où qui est peut-être sans doute très propre à la 4e, où on n'est pas très sûr de qui est en contrôle en fait de toutes ces questions-là. Et on n'est pas très sûr de vouloir prendre le contrôle. Je pense qu'il y a peut-être aussi une situation où personne n'a trop envie de mettre son pied dans la porte pour dire oui ou non le programme nucléaire, ni des ministres, ni le président du Conseil, ni des députés. Mais parce que, précisons par ailleurs, c'est pas comme si... Le fait que ce soit la 4e fait que c'est assez consensuel. Enfin, personne ne s'y oppose. Enfin, je veux dire, c'est pas une succession de premiers ministres, enfin de présidents du Conseil ultranationalistes qui succéderaient, qui voudraient absolument la bombe pour, soit Gaullien, soit à la droite de Gaulle. Enfin, il y a Mendès France dedans. Mendès France, tout à fait. Mendès France, d'ailleurs, qui est tout à fait OK là-dedans, qui met les trucs. Il y a une sorte de consensus
Alors probablement, on appellerait ça aujourd'hui l'état profond, mais sur un modèle un peu américain, mais après, c'est des gens qui prennent aussi des décisions en fonction de ce qui leur est présenté par les hauts fonctionnaires qui sont autour d'eux. Mais en tout cas, manifestement, même quand c'est des premiers ministres de centre-gauche ou de gauche, c'est pas quelque chose qui fait vraiment débat, quoi. Non, mais effectivement, en fait, la notion d'état profond, elle renvoie à quelque chose qui est l'autonomie de la bureaucratie, dans un état démocratique comme dans un état non démocratique par ailleurs. Et là, effectivement, on a cette situation où... Alors, Mendès France, en l'occurrence, est probablement relativement favorable à l'utilisation de l'arme nucléaire. C'est une décision qu'il refuse d'assumer politiquement. Et ensuite, quand De Gaulle en vient, lui, à l'assumer politiquement, Mendès France va un peu essayer de faire oublier qu'il s'était positionné en faveur de cette bombe-là. Mais effectivement, il n'y a personne qui est contre, il n'y a personne qui est pour. Il y a cette idée que... il n'y a personne qui est pour, il y a personne qui est publiquement pour, personne qui est publiquement contre. Il n'y a pas de débat public. Donc aussi, c'est difficile, en fait, de faire émerger un consensus. Il n'y a pas la question qui est posée, en fait. Ouais, mais ce que j'allais dire, c'est... Parce qu'à cette époque-là, c'est pas dans l'article, ça, mais... Enfin, je veux dire, les États-Unis ont une bombe. La Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne a une bombe. L'URSS a la bombe. Est-ce que, pour l'opinion publique française, il y a même une notion qu'on bosse dessus? Ou est-ce que, le jour où ça arrivera, donc à la fin des années 50, dans le début des années 60, ça sera vraiment acquis dans les années 60, c'est... comment dire c'est une surprise? Il y a une notion... évidemment, on ne peut pas savoir pour toute l'opinion publique française. Il y a une notion qui a sans doute des choses qui sont... Il y a des gens qui bossent dessus. Il me semble que c'est en 56 qu'il y a un rapport qui est remis au Sénat pour remettre... pour en fait officialiser le programme nucléaire français. Et dedans, dans le rapport, c'est écrit plus ou moins... on sait très bien qu'au CEA, des gens travaillent dessus depuis fin 54, qui est le moment où il y a eu une décision, entre guillemets, prise par Mendès France. En fait, en fin 54, Mendès France prend plus ou moins la décision, le gouvernement tombe, mais Guillaume continue quand même. Donc c'est un peu pour ça qu'on ne peut pas vraiment dire qu'il y a eu une décision. Donc oui, il y a une connaissance, au moins dans les cercles, je dirais dans le cercle de décision, il y a une connaissance qui se passe sans doute quelque chose au sein du CEA. Je dirais pas que ça viendra comme une surprise en 58. Ce qui viendra comme la surprise, la presse n'en parle pas particulièrement. La presse n'en parle pas particulièrement, des fois par des rumeurs, mais c'est quelque chose qu'on voit beaucoup à l'époque, en fait, par des rumeurs. Par exemple, à un moment donné, il y a alors en Algérie, où seront testés plus tard les essais nucléaires français, enfin les premières bombes nucléaires françaises, il y a un site d'essai de missiles qui est ouvert, et il y a une brève dans la presse qui dit « puis bientôt on pourra sans doute les utiliser pour faire des sites de tir atomique aussi ». Et c'est vrai qu'on ne sait pas du tout d'où ça sort, c'est pas inexact, mais c'est de la rumeur, enfin c'est de l'imaginaire de ça. Donc c'est pas comme si ça vienne comme une surprise à la fin des années 50, mais on n'est pas non plus dans des situations où on a une connaissance, ou quelque chose qu'on pourrait qualifier comme une connaissance de cette politique. Et alors se pose donc la question, puisque c'est un peu le propos de ce format, méthodo, quoi. On a commencé à le dire, mais les archives, on sent bien que c'est un peu un problème, parce que, bon, déjà, les gens sont à peu près tous morts maintenant. En tout cas, ils devaient l'être déjà quand vous avez commencé votre thèse. Des archives papier, elles doivent être soit inexistantes, ce qu'on disait sur les briefings des présidents du Conseil, soit très, très, très secrètes. Donc, en gros, ça a été quoi vos accès à ces secrets d'État, certes périmés depuis 60 ans, mais néanmoins secrets d'État? C'est vrai que c'est une très bonne question. Alors, le fait que beaucoup de gens soient décédés est une mauvaise chose, au sens où la possibilité d'une histoire orale est plus possible. En même temps, on a cet avantage en France d'avoir eu, à la fin des années 80, un gros programme d'histoire orale mené par l'amiral Duval, Marcel Duval, qui a fait énormément d'entretiens avec des personnes qui avaient participé au développement de la bombe atomique et ensuite de la stratégie nucléaire française, qui sont disponibles dans ses archives aux archives nationales, et on a peut-être 1200 pages d'entretien. Il n'y a pas grand-chose sur le développement, sur la période du début du programme, mais c'est quand même une source d'histoire orale assez riche. Alors on ne peut pas faire les entretiens nous-mêmes, mais ils ont été faits, on peut les consulter. Il y a le fait que, étant décédé, on a accès aux archives privées. Et moi, c'est les archives, par exemple, de Raoul Dautry que j'ai beaucoup utilisées, en partie parce que, pour une raison je n'ai aucune idée de pourquoi, dans ces archives de Raoul Dautry, qui était le premier administrateur du CEA, se trouvent des archives de Pierre Guillaumat, qui lui était le troisième administrateur du CEA, et qui, en fait, sont... Mais c'est quoi les archives? C'est des carnets C'est des lettres, surtout des correspondances, des notes, quelques notes manuscrites. Mais on parle surtout des correspondances qui m'ont beaucoup intéressé. Mais c'est pas des documents administratifs? Il y en a quelques-uns, des copies de documents administratifs qu'il a sans doute gardés, qu'il a amenés avec lui, ou en tout cas auxquels il fait référence dans ses lettres, mais on a souvent des cas où il fait référence à un document qui n'est plus dans les archives.
Mais c'est surtout de la correspondance. Parce que, précisons, ça c'est un problème monstrueux, mais qui existe de tout temps dans toute bureaucratie. C'est qui embarque des papiers chez lui. Ouais. Parfois pour des bonnes raisons, les gens bossent chez eux parce qu'ils bossent comme des ânes et donc tard le soir ils ramènent des dossiers chez eux. En fait, normalement c'est très interdit. Maintenant la question se pose plus du tout pareil avec les ordinateurs, mais encore que. Mais c'est une vraie question. Parfois, on trouve des trucs hallucinants dans des archives privées, parce que c'est des gens que personne n'emmerdait, que personne ne fouillait à la sortie du bureau, qui ramenaient des trucs avec chez eux pour bosser, qui soit oubliaient de les ramener, soit voulaient pas les ramener, et à la fin, ça finit dans des archives privées qui peuvent être redonnées, reversées. Enfin, ça peut finir n'importe où. C'est la grande quête des archives. Enfin, c'est la problématique archivistique d'une manière générale. Mais normalement, théoriquement, surtout sur des secrets d'État comme ça, il est censé avoir une frontière assez étanche entre papiers officiels. Les papiers officiels ne vous appartiennent pas, vous les versez à votre organisme qui lui-même les verse aux archives nationales sous certaines procédures. Mais les lettres, hein, c'est un peu intersection parce qu'on peut avoir des correspondances totalement privées et parler du boulot aussi, quoi. Tout à fait. Et pour le coup, en plus, je connais pas du tout, disons, l'archéologie de l'archive d'Autry. Il y a ce fait qu'il est décédé à son bureau alors qu'il est en fait pas au bureau du CEA quelque part dans le sud. Donc je pense qu'il y a un truc où c'était quelqu'un qui avait tendance à beaucoup amener des trucs avec lui hors de son bureau. Et il y a une autre particularité, et là on est dans la particularité beaucoup très française, ou en tout cas, non pas que ce soit unique par rapport au monde, mais qui est une spécificité du cas français, qui est que les archives du CEA sont très, très difficilement accessibles. C'est-à-dire que, en fait, quand vous allez aux archives nationales, vous avez des inventaires en ligne, vous avez des inventaires sur place, vous pouvez demander à avoir accès à tel document, etc. Le CEA, c'est plus compliqué que ça. Ils ont des archives et vous pouvez y aller seulement si on vous a déjà, entre guillemets, donné une invitation à venir. Donc vous devez contacter les archivistes, leur dire sur quoi vous travaillez, et ils vous diront on a des documents qui peuvent vous intéresser, et venez les voir, etc. Et vous n'avez pas accès aux inventaires papier. En tout cas, moi, je n'ai jamais eu accès à des inventaires papier. Mais ils vous ont quand même laissé voir des trucs. Non. Moi, j'ai envoyé un mail disant voilà, je travaille sur ces sujets, et ils m'ont dit on n'a rien pour vous. C'est quand même surprenant. Et en fait, en creusant un petit peu, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a plusieurs archives au CEA. Il y a les archives du CEA. Et après, il y a les services du CEA qui ont différentes archives. Et donc la DAM, la direction des applications militaires, a ses archives aussi, qu'elle ne verse pas forcément, ou je ne sais pas quelles sont les règles, qui ne sont pas versées aux archives générales du CEA. Et un autre aspect qui est la direction de la sécurité et de la protection du secret, le DSPS, qui est un département du CEA auquel je me suis beaucoup intéressé, n'a pas non plus versé ses archives. Ou en tout cas, c'est la réponse qu'on m'a demandé quand je leur ai demandé plus spécifiquement, en leur disant plutôt que j'aurais dit je travaillais sur le secret nucléaire, je voudrais les archives de ce département, et c'est ce qu'on m'a répondu. Avec un truc très très intéressant, qui est qu'il y a évidemment une justification concrète, originelle, qui est que à un certain moment, on peut supposer que s'il s'agit d'avoir les plans des premières bombes atomiques françaises avec les modalités de confection du plutonium, on conçoit que tout doctorant très fréquentable que vous êtes, qu'on ne vous laisse pas les consulter rapidement, extensivement, ni en prendre des photos. On peut tout à fait concevoir ça. Mais là-dessus se greffe autre chose qui est fascinant, qui est une culture administrative et ce que vous appelez les cultures du secret. Il n'y a pas que vous, d'ailleurs, c'est tout un champ. Mais avec ces trucs qui seront plus ces incitations bureaucratiques très très connues, qui sont des tendances perpétuelles à la surclassification. C'est-à-dire qu'on ne viendra jamais vous emmerder parce que vous avez classifié un document alors que vous n'auriez pas dû, alors que l'inverse est évidemment faux. Les gens peuvent être en grand problème s'ils ne classifient pas des documents qu'ils auraient dû classifier. Donc on a cette espèce de mouvement naturel d'inertie vers toujours plus de secrets, quand il n'y a pas des forces contraires, soit regard politique, démocratique, etc., contrôle civil, qui poussent à la déclassification de certaines choses. Et là, on peut imaginer que c'est ça, c'est-à-dire il y a vraiment des secrets militaires, et puis ensuite, il n'y a pas vraiment de tension qui pousse à déclassifier ces documents, quoi. Oui, et puis il y a une tendance je pense, c'est assez propre au champ du nucléaire, encore une fois, c'est la question que j'ai dit au début, de l'incertitude de ce qui doit être ou ne doit pas être classifié. Avec, par exemple, ça c'est pas un exemple français, mais un exemple qui est rapporté par Joseph Masco, qui est un anthropologue qui a travaillé notamment sur le laboratoire de Los Alamos, et qui explique qu'en fait... Los Alamos, c'est donc le laboratoire au Nouveau-Mexique où la première bombe est née, c'est Oppenheimer, etc. Exactement, et en fait, la nature, en fait, un des grands secrets du projet Manhattan, c'était un peu, disons, la forme qu'il fallait...
la forme des noyaux de plutonium. Enfin, c'est un objet qui ensuite est au cœur du procès Rosenberg, etc. Et c'est plutôt rond. Rosen et Rosenberg, c'est donc Julius et Ethel Rosenberg, qui sont deux savants américains qui ont été accusés et condamnés pour avoir donné des secrets à l'URSS, qui est pendant des décennies et des décennies apparu comme l'exemple de la chasse aux sorcières dans les années 50 aux États-Unis. Il me semble que récemment, il y a un certain nombre de trucs qui ont été déclassifiés et qui auraient montré qu'en fait, ils n'auraient pas été totalement innocents non plus, quand bien même le procès a été manifestement un peu bâclé. Bon, bref, les époux Rosenberg, c'est une grande affaire judiciaire qui est emblématique de cette chasse aux sorcières, notamment sur le nucléaire aux États-Unis. Oui, ouais, c'est ça, exactement. Et en fait, c'est assez absurde d'ailleurs, parce que c'est assez absurde plutôt. C'est assez amusant que durant le procès, en fait, par certains témoignages, le gros secret qu'il fallait cacher sera révélé, qui était du coup celle de la forme des plaques du noyau, enfin de l'arme atomique. Et enfin bref, c'est quelque chose qui est rond. Et une orange aussi, c'est rond. Et donc à partir du moment où vous rentrez dans Los Alamos, votre orange est classifiée. Et c'est un peu quelque chose qui est assez... Parce que c'est rond, et donc ça pourrait servir à signaler quelque chose... Ah, vous voulez dire que vous pourriez sortir une orange et la donner aux soviétiques, et vous vous êtes entendu à l'avance que le fruit que je vous donnerais aura la forme du noyau du plutonium. Enfin, bon, en tout cas, c'est le raisonnement qui semblait être, à l'époque, dans la sécurité des personnes à Los Alamos. C'est l'exemple que rapporte Joseph Masco. Alors évidemment, il choisit l'exemple le plus absurde, parce que c'est aussi le plus caractéristique d'une logique, où en fait, on ne sait pas exactement... Qu'est-ce qu'on devrait classifier, qu'est-ce qui permet de révéler, qu'est-ce qui révèle quoi, et on imagine juste que si quelque chose est révélé, les conséquences seront très graves. Et on a un peu le même cas en France. Et encore une fois, personne ne vous emmerdera parce que vous gardez secret un truc qui n'a pas besoin de l'être. Exactement, le Parlement, peut-être, et d'autres systèmes de contrôle démocratique, mais sinon, oui, effectivement, en l'absence de ces systèmes-là, personne... Oui, et puis, au sein même d'une même administration, il peut y avoir des rivalités entre différents services qui, eux, se gardent des secrets entre eux, pour pouvoir les utiliser lors d'une réunion interservice, etc. Enfin, il y a toujours une sorte de jeu de pouvoir interservice qui est propre à toute forme de bureaucratie. Et donc oui, effectivement, la tendance à la surclassification est toujours, et je pense, une tendance lourde en fait des institutions de sécurité. Et dans le cas du nucléaire, elle est d'autant plus lourde qu'il est tout à fait... Il y a une sorte de... Vous pouvez dire, si c'est révélé, c'est la planète qui saute. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de problème après. Pas de jugement pour savoir qu'on aurait dû classifier telle ou telle chose. Mais oui, il y a cette idée-là un peu que... Mais c'est là où c'est important aussi. Du coup, le seul truc qui peut faire opposition à ça, c'est au contraire une culture de l'ouverture et de la transparence. Puisque quand même il y a un contrôle parlementaire, mettons, démocratique, c'est un contrôle parlementaire démocratique qui ne pourra jamais s'imposer que sur ce que les acteurs présentent. C'est-à-dire... les types, s'ils gardent le truc dans leur bureau, personne ne peut jamais le savoir. Donc en fait, tout ça repose sur le fait que les gens qui ont les secrets aient quand même, dans une certaine mesure, une conscience que il est important que que les secrets ne restent pas secrets toujours, et c'est important démocratiquement. Et ça, c'est très difficile à vérifier, concrètement. Tout à fait. En fait, c'est vraiment un enjeu qui est central, parce que vous pouvez toujours être en situation de vous dire, les atteintes à la démocratie qui sont produites par le fait de garder tel objet secret sont moins graves que les atteintes à la sécurité nationale si telle chose devenait publique. C'est moins grave que le Parlement n'ait pas pu contrôler totalement le budget de l'État, en tout cas des petites parties du budget de l'État pendant une décennie, que les technologies nucléaires françaises passent aux mains des soviétiques ou, pire, d'autres puissances. En tout cas, c'est le raisonnement, avec le problème que c'est problématique qu'un acteur non élu puisse prendre cette décision-là, en fait, de déterminer ce qui est grave ou ce qui ne l'est pas. D'où l'importance finalement de l'implication du Parlement dans la définition des régimes de secret. Ce qui n'a pas du tout été le cas en fait dans le cas du régime nucléaire français, du secret nucléaire français. Et alors, du coup, se pose la question évidemment de comment... Alors cet article, il est relativement récent, il date de l'an dernier, mais plus généralement, votre recherche a été, je sais pas, reçue par ce monde qui est quand même un monde particulier en France, je peux le dire, tout ce qui touche au nucléaire, alors c'est vrai dans les forces armées, tout ce qui touche aux sous-marins nucléaires, aux forces aériennes stratégiques, mais c'est vrai aussi dans le civil. Il y a une galaxie de responsables qui touchent dans la sphère nucléaire, qui sont des gens qui sont très importants et qui ont une vraie cohésion de ce milieu, en tout cas au moins sur la partie qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Il y a une vraie culture du secret, une culture dans une certaine mesure de l'entre-soi, mais tout ça qui est autour le CEA est un des piliers, mais pas le seul de ça. Enfin,
comment est-ce que ce milieu, alors, je sais pas comment l'appeler, le milieu nucléaire, le milieu stratégique, enfin bon, est-ce que déjà c'est des gens avec qui vous avez parlé, ça vous intéresse de parler, puis ensuite comment est-ce qu'une recherche comme la vôtre est reçue, réceptionnée en quelque sorte? Pour être tout à fait honnête, l'article est paru vraiment trop récemment pour avoir eu ce genre de retour. Et durant ma thèse, j'avais travaillé sur le cas français, mais aussi le cas suédois et le cas britannique. Donc le fait qu'il y avait eu beaucoup de cas fait que je me suis pas forcément trop impliqué. Enfin, je me suis impliqué dans le cas français évidemment, mais pas de mesure à rencontrer tous les acteurs. Donc de fait, j'ai pas vraiment une idée de quelle est la réception institutionnelle. Je sais par exemple que en revanche, un des articles que j'ai pu publier dans le journal Relations internationales a visiblement beaucoup déplu à la personne qu'on peut qualifier d'historien officiel du CEA, qui considérait qu'accuser l'armée finalement et le CEA d'avoir conservé des secrets sur la nature de la contamination radioactive en Polynésie pouvait s'apparenter à de la diffamation parce que finalement c'était erroné de penser que l'armée pouvait utiliser ce secret pour autre chose que conserver la sécurité nationale, etc. Donc lui, visiblement, il n'a pas trop aimé, mais globalement, j'ai pas vraiment une idée de quelle est la réception et s'il y a une curiosité ou non par rapport à ma recherche, ou peut-être qu'elle les intéresse pas aussi. Alors, je vais le formuler différemment. Est-ce qu'il y a une particularité française de ce point de vue-là sur cette espèce de... Je sais pas faire... Typiquement, comment ça se passe aux États-Unis? Est-ce que, alors je peux dire, vous êtes passé par des universités américaines, je crois, à Princeton, hein? Non, au MIT. Au MIT, pardon. Est-ce que, disons, le milieu stratégique américain vous paraît plus ouvert à la recherche universitaire en sciences humaines et sociales, ou ailleurs? Alors ça, j'imagine que ça se pose en Angleterre, ailleurs. Voilà, comment est-ce que vous percevez en quelque sorte disons la position des chercheurs en France sur ces questions-là? Effectivement, c'est une très bonne question. En fait, en France, il existe un seul programme de recherche qui soit indépendant, c'est-à-dire en recevant des financements dépourvus de conflit d'intérêt sur le nucléaire. Et ce programme est très récent, c'est le programme Nuclear Knowledges de Benoît Pelopidas à Sciences Po, dans lequel j'ai fait ma thèse. Et c'est vrai que c'est une situation relativement unique. On a beaucoup d'autres pays où on retrouve, par exemple en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, que je connais plus, on a beaucoup plus de cas de recherche indépendante où des personnes vont pouvoir beaucoup plus avoir accès à des officiels, à des documents, en partie aussi parce qu'en France, on n'a pas de Freedom of Information Act, ce qui est, une loi qui donne un droit opposable à l'État d'accès aux documents administratifs et aux documents officiels. En France, vous avez la CADA, la Cour d'accès aux documents administratifs, si je ne me trompe pas de l'acronyme, mais en fait, cette cour ne peut pas forcer une administration à vous donner un document, alors que le Freedom of Information Act offre beaucoup plus de recours et de pouvoir dans les mains du citoyen. Et ça, c'est ce que vous avez en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Et c'est des choses qui ont été vraiment cruciales dans l'accès à l'histoire nucléaire aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Donc la France est effectivement assez unique. Il y a quand même une culture française relative au nucléaire qui est une culture de la fermeture, et qui a une culture, je dirais, de l'insécurité permanente sur cette question. Je crois qu'il y a quelque chose d'une crainte permanente que soumettre la question nucléaire au débat démocratique va forcément mener à des mauvaises choses et peut-être à un désarmement nucléaire irresponsable ou quelque chose dans ce style-là. J'ai eu cette impression de sentiment d'insécurité qui existait déjà en fait avec Guillaume, de cette idée qu'il ne faut pas... Ce que j'allais dire, c'est qu'il y a une sorte de grande cohérence dans tout ça, dans la mesure où manifestement, on peut comprendre la logique au fait que si le nucléaire, que on reconnaît ou pas, mais plutôt comme une bonne chose, en tout cas un avancée pour la France, civilement et militairement, est né du secret, mettre en danger le secret, met en danger le nucléaire. On voit assez bien la réflexion qui est derrière, quoi. Tout à fait. Et puis il y a cette idée aussi que les questions nucléaires sont des questions trop techniques et peut-être même trop dangereuses pour être mises à la délibération démocratique. Ce qui est une question en fait théoriquement très intéressante, qui est celle de la valeur, disons, épistémique de la délibération démocratique. Est-ce qu'on peut arriver à des bonnes décisions par une délibération démocratique, ou est-ce qu'en fait il y a des choses qui sont mieux laissées à des experts et qui, du coup, devraient être des formes soumises à un régime plus technocratique. Mais alors, là où c'est intéressant, c'est que, d'ailleurs, c'est un argument qui apparaît dans l'article, c'est la manière qu'on trouve, en tout cas en France, mais pas que pour ça, c'est de dire, en fait, tout n'est pas démocratiquement délibéré, mais tout est soumis à un contrôle démocratique indirect, c'est-à-dire, in fine, ce sont des gens qui ont été élus, qui gèrent ces choses-là et qui nomment ces responsables-là, etc. C'est que, in fine, il y a de la démocratie quand même par l'intermédiaire de ces représentants qui est responsable, en tout cas qui exerce un contrôle sur ces choses-là, quoi. Alors, il y a de la démocratie. Évidemment qu'il y a une situation où c'est pas non plus que des acteurs non élus qui se posent ces questions-là.
Ce qui est plus problématique, c'est par exemple le flou qui existe notamment autour des budgets, qui existait à l'époque, qui existe toujours autour de des lois de programmation militaire et de la nature exacte des coûts, par exemple du programme de modernisation actuel français, des ambiguïtés qui existent et là qui sont très françaises, qui sont propres aux conditions dans lesquelles on est prêt à mettre en place notre politique nucléaire, avec le problème des intérêts vitaux non définis et de l'ambiguïté comme étant au cœur de la politique nucléaire française, et qui du coup fait qu'en fait la décision finale de quand utiliser l'arme nucléaire, pourquoi, comment, revient au président, qui est démocratiquement élu, mais qui n'est pas démocratiquement élu sur une question relative à... En fait, la question de l'usage d'armes nucléaires ne figure jamais dans les débats politiques et les élections présidentielles. En fait, on ne se pose pas assez cette question, c'est pas une question du débat public, en fait. Et donc, oui, c'est pas totalement antidémocratique. On n'est pas dans un système... Enfin, on n'est pas en Russie, quoi, mais on peut quand même discuter de l'étendue du contrôle démocratique sur ces questions-là. Quand on voit, par exemple, dans le cas américain, où il y a une très grande implication, notamment des commissions d'enquête et de différentes commissions au sein du Sénat, enfin du Congrès de manière générale, sur ces questions-là, qui ont un pouvoir relativement important de décision. Alors, ce que les études montrent, c'est que souvent, c'est pas un pouvoir de décision de dire tel programme plutôt qu'un autre, mais plutôt un programme, des fois, une capacité de tuer certains programmes qui, pour certaines raisons, paraissent budgétairement inintéressants ou stratégiquement ne conviennent pas. Ou de changer, de les réécrire à la marge. Et on a des vrais débats démocratiques. Je pense aux États-Unis, le programme sur le missile MX dans les années, les années 70, qui était un programme de missile particulier qui en fait a fait beaucoup débat pour plein de raisons liées à sa valeur stratégique, mais aussi à son coût et aux changements technologiques qu'il y avait à ce moment-là. Et on n'a pas vraiment jamais eu en France des débats sur quel type d'armement il faudrait, combien on doit avoir de branches. Alors en France, on n'a pas une triade, on n'a plus une triade, on a 2 branches nucléaires. Est-ce qu'on garde les sous-marins? Est-ce qu'on abandonne la branche air? Est-ce qu'on reproduit des missiles? C'est pas des questions des missiles, disons, terre, le bateau de Rouvre, le bateau d'Albion. Mais du coup, aux États-Unis, il y a un truc qui est assez différent, qui est très corrélé, c'est du coup le paysage fait que derrière ces politiques, il y a des militaires. C'est-à-dire, comment dire, en quelque sorte, le bloc militaire est beaucoup moins compact aux États-Unis, puisque c'est la taille des armées américaines qui est gargantuesque, mais ce qui fait que quand quelqu'un plaide pour ou contre tel ou tel programme, généralement, c'est en accord avec certaines franges du milieu stratégique américain. Comment dire, c'est que les militaires font pas mal de politique. Cela dit, aux États-Unis. Enfin, de dire le développement des armes nucléaires, le milieu nucléaire aux États-Unis est quand même très civil aussi dans une grande partie. Hein. Il y a évidemment une composante militaire finale qui est la question de l'usage des armes. Disons que ce sont eux qui les déploient, ce sont eux qui vont les utiliser, enfin sur décision du président, etc. Mais le milieu de le Lawrence Livermore Laboratory, qui est un des laboratoires de développement des armes, tout ça, c'est des civils. Donc, Alors, là où c'est intéressant aussi, c'est que ça renvoie effectivement avec une attitude française vis-à-vis du nucléaire, qui est l'ambiguïté stratégique, qui est... Alors, je ne suis pas moi-même historien du nucléaire, mais il me semble que la justification globale, c'est que la France n'a pas le même arsenal que les très grandes puissances, donc pour maintenir sa dissuasion, même si c'est un terme qui... En fait, il y a besoin d'avoir de l'incertitude, il y a besoin de ne pas être totalement prévisible, etc. Il y a besoin que des gens, que les adversaires potentiels se posent des questions sur qu'est-ce qu'ont les Français, qu'est-ce qu'ils vont faire, etc. Parce que c'est... Et dans quelles conditions ils vont les utiliser. Exactement. Et dans ce contexte-là, ce que je veux dire, c'est que c'est très cohérent, d'ailleurs vous vous en rendez compte dans l'article, sur garder une opacité pour que les soviétiques ne sachent même pas combien de têtes nucléaires la France pourrait avoir, parce que ça complique tous les calculs. En tout cas, c'est comme ça qu'on le pense en France. C'est plus c'est secret, plus c'est nébuleux, disons, plus la France maintient sa dissuasion, n'ayant vraisemblablement pas les mêmes moyens que les 2 ou 3 gros mastodontes, si on met la Chine dedans maintenant, et que donc le secret est un avantage comparatif pour une puissance de plus faible taille que les 2 autres. Oui, c'est une théorie française. C'est une théorie française, c'est pas forcément spécialement française, mais donc c'est la théorie française sur la question, avec le problème, en fait, de toute façon, propre à toute forme de dissuasion, qu'on peut pas juger. C'est totalement invérifiable. Exactement, c'est totalement invérifiable. Et alors la posture les Russes peuvent pas savoir combien on a quand même preuve aussi de beaucoup de fuites qui font, en fait, les Soviétiques sont une très bonne idée, et surtout une preuve que les Soviétiques avaient très probablement pas du tout le sentiment d'être dissuadés par l'armement français. Il y a un article
publié dans le journal Cold War History par mon directeur de thèse et Sébastien Philippe, donc Benoît Pilopidas, Sébastien Philippe, qui montre en fait que jusqu'aux début des années 70, la posture française dissuasion repose sur l'usage des armements des Mirage 4, qui doivent apporter la bombe jusqu'à Moscou, mais ces avions n'ont pas la capacité physique de réaliser cette opération, ou en tout cas seulement dans des conditions idéales, qui sont rarement les conditions dans lesquelles on fait la guerre. Et donc en fait, on suppose que le secret produit de l'ambiguïté, enfin, ce qui est vrai, mais que cette ambiguïté produit plus de sécurité, ce qui est invérifiable. Mais c'est la théorie. C'est le truc de théorie, c'est la dissuasion. Mais bon, voilà, on peut pas prouver que quelqu'un a été dissuadé à cause de quelque chose. Ça, c'est propre à la pratique. C'est propre à la pratique, que ce soit une dissuasion conventionnelle ou une dissuasion nucléaire. En l'occurrence, c'est tout à fait propre Enfin, c'est le problème d'essayer de dissuader. Et c'est un problème historique dont on peut... Enfin, voilà, on ne sait pas comment s'en sortir. Et enfin, peut-être dernière question, bon, alors il est récent cet article, hein, mais en quelque sorte des pistes de prolongement. Alors je l'ai dit, la thèse, enfin vous l'avez dit aussi, elle compare avec d'autres pays, donc la Grande-Bretagne et la Suède. Mais disons ce questionnement-là sur la dédémocratisation, en tout cas, bon, ce que le nucléaire fait aux politiques, au moins temporairement, s'il fallait le prolonger à d'autres périodes ou à d'autres acteurs, est-ce qu'il y a des choses qui vous intéresseraient alors c'est pas forcément pour vous, ça peut être aussi pour la génération suivante. Je pense qu'il y a vraiment plusieurs questions qui seraient vraiment intéressantes à poser. Il y en a une qui serait un prolongement en fait en profondeur, qui serait vraiment d'avoir, mais ça exigerait un accès beaucoup plus détaillé aux archives du CEA, qui serait de voir exactement les procédures de déclassification au sein du CEA ou de ces acteurs, qui se posent vraiment la question de ok, on a la question de est-ce qu'on diffuse tel ou tel document, tel ou tel procédé de raffinement de l'uranium ou des choses comme ça. J'ai pas d'exemple en tête précis, mais voilà, de se poser vraiment classifiés. Mais... Exactement. Mais c'est des choses qu'on a par exemple aux États-Unis, notamment tout un débat sur qu'est-ce qu'on déclassifie relatif à la bombe à hydrogène, qu'est-ce qu'on peut dire, pas dire. Enfin, voilà, une sorte de granularité. Avec la question de si les Iraniens ayant une connexion Internet comme tout le monde, sous certaines conditions, s'ils vont sur le site et voir les archives, est-ce que ça va les aider ou pas, quoi. Oui, voilà, mais aussi finalement se poser la question de voilà, dans les années 50, comment ces procédures-là sont forgées. C'est une question qui est alors pour le coup très empirique, qui pourrait intéresser les historiens, mais qui à mon avis me semble vraiment intéressante parce que ça permettrait une comparaison par rapport à d'autres cas qu'on a déjà, enfin en cas britannique, on a pas mal d'archives plus disponibles, on les voit se poser ces questions, et c'est vrai que dans le cas français, on n'a pas vraiment de questions. Enfin, ma thèse, qui n'est d'ailleurs pas que sur le cas français, c'est le premier effort d'écrire une histoire du programme nucléaire, le premier effort d'écrire l'histoire du secret nucléaire français. On a une histoire relative du secret nucléaire britannique, il y a le livre de Daniel Salisbury qui sur la question. On a une excellente histoire du secret nucléaire américain. Il y a beaucoup de travaux, mais notamment le livre d'Alex Wellerstein, Restricted Democracy. On a le livre d'Avner Cohen sur le secret nucléaire israélien. Mais voilà, en France, on n'a pas une histoire qui soit vraiment détaillée. Donc je pense qu'il y a une contribution empirique qui serait intéressante là. Après, il y a la comparaison par cas. Parce que finalement, moi je suis politiste, donc ce qui m'intéresse c'était de trouver un mécanisme qui soit généralisable à d'autres cas, et ce mécanisme, c'est ce que je revenais au début, c'était de l'incertitude qui pousse à une classification croissante et qui mène du coup à des formes de problèmes, enfin disons des problèmes dans les mécanismes de reddition de comptes, etc. Est-ce qu'on le trouve partout? Alors dans ma thèse, j'ai tendance à montrer que oui, on retrouve les mêmes logiques en Grande-Bretagne, en Suède, et les sources secondaires sur les États-Unis prouvent que oui. Est-ce qu'on trouve la même chose dans les États non démocratiques? Et ça, c'est une question qui est assez intéressante. Dans le livre de Kate Brown qui s'appelle Plutopia, qui est paru il y a très peu de temps, qui est paru en traduction française il y a très peu de temps, qui est un livre en fait sur l'étude, ce qu'elle appelle les villes du plutonium et soviétiques et américaines, où elle compare les régimes de secret, ou disons la vie quotidienne dans ces deux villes, mais en partie les régimes de secret. Elle arrive à la conclusion qu'il y a une différence de degré, mais pas de nature, dans les régimes de secret entre URSS et États-Unis. Et donc, je pense que... Donc, en URSS, c'était beaucoup plus secret, mais que la réflexion sécuritaire, elle n'est pas essentiellement différente, quoi. C'est ça. Je ne suis pas forcément entièrement d'accord avec cette conclusion, d'ailleurs, par ailleurs. Enfin, pour avoir travaillé sur les secrets autour des essais nucléaires, je pense qu'on voit des choses très différentes. En France, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, il y a une pratique qui consiste à dire les essais nucléaires ont des retombées radioactives, c'est vrai, mais vous inquiétez pas, on contrôle et vous êtes en sécurité. Et quand ils sont plus en sécurité et qu'il y a eu des incidents, généralement on les dissimule. La pratique russe consiste quand même à dire il n'y a pas de problème, arrêtez de poser des questions. Donc il me semble qu'on est dans une différence de nature et pas de degré.
Mais bon, c'est quelque chose qui serait intéressant de vraiment vérifier et d'aller voir. Et si au sein même de ces États autoritaires, typiquement l'Union soviétique, qui sont déjà extrêmement secrets, est-ce que le secret nucléaire est encore plus secret? Ce qui est un peu l'hypothèse de David Holloway dans son ouvrage qui est maintenant un classique qui s'appelle Stalin and the Bomb, malheureusement pas traduit en français, qui dit finalement, voilà, il y a quelque chose de plus dans le secret, même sous la Russie stalinienne, il y a plus secret que le secret d'État normal, et c'est le secret nucléaire. Donc je pense qu'il y a toutes ces dimensions-là qui seront intéressantes. Avec aussi une dimension qui serait vraiment très pertinente, qui serait celle de la comparaison avec d'autres formes de secret d'État, sur d'autres formes de technologies, et peut-être même des technologies récentes, alors je sais pas, le développement de l'intelligence artificielle, enfin j'imagine qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut se poser des questions du relation secret, démocratie et technologie militaire, ou disons technologie ayant des impacts sur la sécurité nationale. Merci beaucoup Thomas Fraise. Donc je vais rappeler les références de cet article: Nuclearization and Democratization, Security, Secrecy and the French Pursuit of Nuclear Weapons, 1945-1974, dans l'European Journal of International Relations, et qui est pas errant, donc je mettrai le lien dans la description de l'épisode. Merci beaucoup. Merci à vous.